Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Regard Connecté. Tout d'abord, j'espère que tout se passe bien pour vous dans cette période de confinement, que vous prenez soin de vous et surtout que vous restez chez vous. Pour ma part, je vais en profiter pour vous proposer quelques nouveaux épisodes, en commençant cette semaine par un sujet d'actualité, l'addiction aux jeux vidéo. Alors qu'elle vient de recommander la pratique des jeux vidéo dans cette période de confinement, l'Organisation mondiale de la santé avait d'abord classé l'addiction aux jeux vidéo dans son registre des maladies mentales. Pour en parler, j'ai rencontré Yann Leroux, docteur en psychologie à Bordeaux. Alors, ce qui est nouveau, c'est que l'OMS a décidé de créer un trouble du jeu vidéo qu'ils ont classé dans les addictions comportementales. Et c'est tout à fait nouveau parce que quelques années auparavant, les psychiatres américains avaient examiné la littérature et avaient conclu que il n'y avait pas d'éléments suffisants pour pouvoir parler d'addiction aux jeux vidéo. Ils avaient pris la question en compte en mettant le trouble du jeu vidéo en ligne, de l'addiction aux jeux vidéo en ligne dans les annexes du DSM. C'est juste après l'addiction à la caféine. Donc c'est des troubles qui sont quand même importants qu'il faut prendre en compte. La décision de l'OMS, elle est vraiment très très surprenante parce qu'ils ont en main à peu près la même littérature que le DSM et ils arrivent à des conclusions qui sont tout à fait opposées. Ce qui est aussi étonnant, c'est que la décision a été prise dans des conditions que l'on pourrait qualifier d'opaques, puisque on ne sait pas exactement comment les experts ont été sélectionnés, on ne sait pas à partir de quoi ils ont travaillé, ils n'ont pas publié là-dessus, ils n'ont pas fait part de leur méthodologie de recherche. Ce que l'on sait par contre est un peu plus inquiétant, on sait que la Chine a beaucoup poussé à la roue pour créer le trouble. Et on sait aussi que les centres de traitement des addicts aux jeux vidéo en Chine pose quand même quelques problèmes parce que il y a eu un mort, par exemple, dans un de ces camps de réhabilitation. L'OMS a créé le trouble dans des conditions qui sont tout à fait problématiques de mon point de vue. Ce qui est aussi problématique, c'est que ce trouble de l'addiction aux jeux vidéo, pour l'instant, tout le monde le cherche. C'est vraiment le dahut de la psychologie. On en parle beaucoup, certains l'ont vu passer par-ci, par-là. Beaucoup l'ont vu passer et disent que finalement, ce n'est pas de l'addiction. Ça a été le cas, par exemple, d'un directeur d'un centre de traitement des addicts en Hollande, qui il y a quelques années avait créé une antenne pour les dépendants aux jeux vidéo et qui 18 mois plus tard est revenu devant les caméras en disant c'est pas de l'addiction, c'est des problèmes, il y a des problèmes autour des jeux vidéo, c'est pas le souci, mais on peut pas appeler ça de l'addiction, ce sont des problèmes éducatifs pour la plupart où il y a une condition préexistante. Par exemple, si vous êtes déprimé, vous pouvez avoir tendance à jouer plus que d'habitude. Et c'est en traitant la dépression que l'on va aider la personne, et c'est pas en lui enlevant la béquille qui s'est trouvé. Donc voilà, là on est en octobre 2019, le trouble tel qu'il est défini par l'OMS devrait être officialisé en 2020, mais il peut toujours ne pas être officialisé. Il y a une pétition que j'ai créée avec quelques collègues. Si elle a suffisamment de poids, peut-être que ça aidera l'OMS à venir sur des positions un peu meilleures de mon point de vue. On diabolise souvent les nouveaux médias et les nouvelles formes d'expression sans pour autant les caractériser de maladie mentale ou d'addiction. Est-ce vraiment différent avec le jeu vidéo ? On a toute l'histoire de la psychologie des médias. On a parlé d'addiction aux comics, on a parlé d'addiction à la bande dessinée, on a parlé d'addiction à la télévision. Et ça a duré 5 ans et puis après ça a complètement disparu des radars. Là, ce qui est vraiment problématique, c'est que ça risque de prendre plus de temps pour disparaître des radars, justement parce que l'OMS l'a gravé dans sa classification internationale des maladies. C'est pour ça que c'est problématique. On part d'une chimère et puis on lui donne une existence, et bien entendu les chercheurs font leur job de chercheurs, ils sont disciplinés aussi, puisqu'on dit que le trouble existe, ils vont faire des sondages, ils vont faire des questionnaires, et ils vont faire des traitements pour montrer qu'effectivement le trouble existe, et on a comme ça un biais qui alimente ce trouble qui est totalement imaginaire. Comment faire comprendre aux gens que le problème c'est pas le média, peut-être qu'en les aidant à partir de ce qui est plus important eux-mêmes. C'est pas les médias, ils agissent pas sur les comportements de l'extérieur. C'est
quand un média a une influence sur une personne, c'est parce que cette personne trouve dans l'interaction avec les médias de quoi satisfaire des besoins qui sont fondamentaux. Ça peut être des besoins sociaux, ça peut être des besoins de compétences, ça peut être des besoins d'évasion, quels qu'ils soient. Hein. Donc ces besoins sont des besoins qui sont intrinsèques. On cherche à les satisfaire avec différents médias, et comme le jeu vidéo est ubiquitaire chez les 18-25, eh bien, les jeunes ont tendance à aller vers les jeux vidéo. Quand on va sur les générations, chez les personnes qui sont un peu plus âgées, ça va être le smartphone ou le livre, etc., etc. Donc il faut vraiment partir des besoins intrinsèques de la personne et pas partir de l'objet technique. Les jeux vidéo ont de nombreuses vertus, notamment pédagogiques. L'Organisation mondiale de la santé vient d'ailleurs de l'admettre en recommandant la pratique des jeux vidéo pour vaincre l'isolement en cette période de confinement. Si vous passez un petit peu plus de temps à jouer avec vos enfants en ce moment, Yann vous aide à bien choisir votre prochain jeu. Alors j'aimerais vous dire que les jeux éducatifs sont vraiment extraordinaires et que ça permet d'aider les enfants à grandir, mais on s'est rendu compte qu'en fait non, c'est comme dans la vie de tous les jours. En fait, les enfants, ils apprennent principalement par le jeu, mais c'est pas les jeux les plus rangés et les plus calmes, comme disent les adultes, qui permettent aux enfants d'apprendre quelque chose. Donc pour l'instant, en fonction des éléments de la recherche, ce que l'on sait, c'est que c'est plus les jeux qui sont du côté qui traitent des images violentes ou des histoires violentes qui permettent aux enfants d'apprendre quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des jeux qui soient plus prosociaux, moins axés sur la violence, plus axés sur l'empathie et la coopération. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, l'offre à jouer, elle est plus du côté des interactions violentes. Mais il y a des jeux vidéo qui sont organisés autour de l'entraide, qui sont tout à fait intéressants à jouer. D'une façon générale, plus on peut jouer en coopération dans une famille, mieux c'est, parce qu'on peut faire des équipes, on peut jouer avec les enfants, on peut mélanger les générations. Donc ça, ce sont des jeux qui sont vraiment très intéressants à jouer ensemble. Alors il y a des témoignages, il y a des personnes qui racontent que le jeu est un espèce de très grand égalisateur. À partir du moment, quand vous jouez à un jeu vidéo comme World of Warcraft par exemple, on ne s'intéresse pas à savoir si vous êtes blanc, noir, si vous êtes handicapé, malvoyant ou que sais-je encore. Ce qui est important, c'est que la personne fasse exactement le job que l'on attend d'elle à l'intérieur du jeu. Ça marche pour les jeux vidéo, mais ça marche dans la cour de récréation aussi. Les enfants, ils construisent leurs interactions sociales en fonction de leur tour de jeu. Donc là, vraiment, ça peut être quelque chose de tout à fait intéressant. C'est quelque chose qui n'est pas encore véritablement creusé, hein, mais on sait que, encore une fois, par les témoignages des parents ou des personnes concernées, que des gens qui présentent des troubles anxieux ou des troubles du spectre autistique trouvent à l'intérieur du jeu les relations sociales dont elles ont besoin pour se développer.